Les endroits isolés ont toujours eu leurs propres histoires. Des histoires qui ne dépendent ni d'Internet, ni des villes, ni des témoins. Des histoires qui semblent naître du silence même. Et plus on s'éloigne des routes fréquentées, des villages, des réseaux mobiles. Plus il est facile que quelque chose se passe. Quelque chose d'étrange. Quelque chose d'inexplicable. Quelque chose qui n'aurait jamais dû être vu. Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 récits réels, vécus par des personnes tout à fait ordinaires. 3 histoires qui se sont déroulées dans des régions reculées, dans des endroits où personne ne devrait se trouver. Des histoires si isolées qu'elles ont longtemps semblé n'être que des rumeurs, jusqu'à ce que d'autres témoins apparaissent, jusqu'à ce que des documents soient révélés, jusqu'à ce que certaines traces physiques prouvent que cela s'est réellement produit. Ces récits se terminent tous de la même manière, dans la panique, dans le désespoir, dans la fuite. Et à la fin, vous déciderez vous-même. S'agit-il de coïncidence ou de quelque chose qui vit caché loin de nos yeux? Récit 1. L'abri, au milieu de nulle part. Ce premier cas est arrivé à 2 amies, Clara et Fernanda, qui ont décidé de faire une randonnée dans une zone de forêt dense à près de 120 km du village le plus proche. Elles fréquentaient ce type de région depuis toujours. Elles avaient de l'expérience. Elles savaient s'orienter. Elles savaient ce qu'elles faisaient. Au début, tout semblait normal. Le temps était beau, le sentier bien balisé, le bruit de la forêt accompagnait leur marche. Elles prévoyaient d'arriver à une cascade isolée, de camper et de revenir le lendemain. Mais après quelques heures, le temps a changé. Pas brusquement, comme une tempête soudaine. C'était progressif. Le vent s'est arrêté, les oiseaux ont cessé de chanter, l'air est devenu immobile. C'était comme si quelque chose dans la forêt avait simplement coupé l'environnement. La première chose qui les a effrayés, c'est de constater que le GPS avait perdu le signal et ne le retrouvait plus. La deuxième, c'était de remarquer que le sentier semblait avoir disparu. La troisième, la plus troublante, c'était de voir une petite structure en bois au milieu de la forêt. Elles n'avaient jamais vu cela sur les cartes. Elles n'en avaient jamais entendu parler. Et il était impossible qu'un abri se trouve là, si loin de tout. C'était une construction rustique, petite, avec une porte en bois et une fenêtre sans vitre. Elle ne semblait pas abandonnée. Elle semblait avoir été utilisée récemment. Clara a suggéré de faire demi-tour. Fernanda a insisté pour aller voir. Et c'est là que tout a commencé à dérailler. À l'intérieur de l'abri, il n'y avait qu'une petite table, un banc, une bouteille en métal et un mur entier couvert de marques tracées à la main. De petits traits verticaux, comme si quelqu'un comptait les jours ou les nuits. Il y en avait plus de 200. Dans le coin inférieur du mur, une phrase était écrite avec un outil pointu. La phrase disait simplement « Il vient quand le vent s'arrête ». Ce détail les paralysa, car le vent s'était déjà arrêté, depuis longtemps. Alors qu'elles observaient cela, Clara crut entendre des pas à l'extérieur de la cabane, des pas lents, lourds, déplaçant des feuilles sèches. Mais lorsqu'elle regarda par la fenêtre, rien. Fernanda dit que c'était de la paranoïa. Clara insista pour qu'elles partent. Elles se mirent à marcher rapidement, essayant de reprendre le chemin. Mais, malgré tous leurs efforts, le sentiment était le même. La forêt était vide, pas d'oiseaux, pas d'insectes, pas de bruit. C'était comme marcher à l'intérieur de quelque chose qui retenait l'air. 40 minutes plus tard, elles remarquèrent quelque chose d'impossible. Elles étaient revenues à l'abri, sans le vouloir, sans s'en rendre compte. Elles étaient exactement au même endroit. La panique commença à les envahir. Fernanda désespéra et se mit à crier. Clara essayait de rester calme. Elles partirent dans la direction opposée. Encore 40 minutes. Même chose. L'abri apparaissait entre les arbres, comme s'il se rapprochait d'elles, et non l'inverse. C'est à ce moment-là qu'elles l'entendirent. Une voix, basse, traînante, venant de l'arrière de l'abri. La voix appelait Fernanda par son nom, mais c'était impossible. Personne ne savait qu'elles étaient là. Personne ne les avait suivies. Personne ne les avait vues. La voix se répéta, plus proche maintenant. Fernanda se figea. Clara la tira par le bras, et ensemble, elles se mirent à courir dans la direction opposée. Mais la forêt semblait se déformer autour d'elles. Des chemins apparaissaient là où il n'y en avait pas. Les troncs changèrent de position. L'abri disparaissait
et réapparaissait. La lumière du jour semblait rester prisonnière derrière les arbres. Au comble du désespoir, Clara trébucha sur quelque chose par terre. Lorsqu'elle regarda, elle vit un vieux sac à dos, couvert de terre et de moisissures. À l'intérieur se trouvaient les documents d'une personne disparue depuis plus de 3 ans. La police avait conclu qu'elle s'était perdue dans la forêt et était morte. À côté du sac à dos, il y avait des restes de vêtements et des marques tracées dans la terre, des chiffres griffonnés, comme à l'intérieur de l'abri. Et derrière elle, la voix revint, beaucoup plus proche cette fois. Il vient quand le vent s'arrête. Elles coururent jusqu'à en perdre le souffle. Elles coururent jusqu'à ce que leurs pieds saignent. Elles coururent jusqu'à ce qu'elles entendent à nouveau la forêt, les oiseaux, le vent, les insectes. Le monde était revenu. C'est alors seulement qu'elles retrouvèrent le sentier initial. Clara et Fernanda survécurent, mais elles ne furent plus jamais les mêmes. Quand elles racontèrent leur histoire aux autorités, celles-ci découvrirent quelque chose. L'abri avait réellement existé. Il avait été construit par 3 hommes qui avaient disparu dans la même région. Mais quand les policiers y retournèrent, quelques semaines plus tard, l'abri n'était plus là. C'était comme s'il avait été englouti par la forêt, ou comme s'il avait changé d'emplacement. Récit 2. Le bus de la ligne fantôme. Ce deuxième cas s'est produit à l'extrême sud du pays, dans une région rurale très peu peuplée, entourée de montagnes, de champs et de routes non éclairées. Ceux qui vivent là-bas disent souvent qu'après 20 heures, personne ne prend la route. Mais Marcos, chauffeur de bus, travaillait justement pendant le service de nuit. C'était une petite ligne, avec seulement 7 passagers réguliers. Il faisait le même trajet tous les soirs. Il connaissait chaque virage, chaque pont, chaque ferme. Mais un soir, la radio de l'entreprise a commencé à subir de fortes interférences. Des voix se superposaient, il y avait des parasites, des bruits métalliques. Marcos a pensé que c'était juste un problème d'antenne. Mais à 23h44, lorsqu'il a pris le virage au kilomètre 49, il a vu quelque chose qui n'aurait jamais dû être là. Un arrêt de bus, éclairé, avec des gens qui attendaient. Il n'y avait pas d'arrêt dans cette région. Il n'y avait pas d'habitants. Il n'y avait rien. Malgré tout, il a éteint ses feux de route et a ralenti. Les silhouettes ont commencé à devenir plus nettes. Un homme avec un chapeau. Une femme avec une vieille valise. Un garçon qui regardait le sol. Et une 4e personne, debout, dos tourné, immobile. Marcos ouvrit la porte et demanda si quelqu'un voulait monter. Personne ne répondit. Il se rendit alors compte que les gens ne le regardaient pas, mais regardaient quelque chose derrière lui. Il se retourna lentement. Rien. Quand il regarda à nouveau vers le point, les 4 personnes étaient plus proches. Beaucoup plus proches. Comme si elles s'étaient approchées sans bouger les pieds. Marcos ferma immédiatement la porte et démarra le bus. La route devint plus sombre. L'air à l'intérieur du bus semblait plus lourd. Et, dans le rétroviseur, il vit quelque chose qui lui glaça le sang. Les 4 silhouettes se trouvaient désormais au milieu de la route, regardant le bus s'éloigner, immobiles, comme si elles attendaient à son retour. Marcos accéléra jusqu'à dépasser la limite de vitesse. Il ne s'arrêta qu'au poste de police de la ville la plus proche. Il raconta tout ce qu'il avait vu. La police a enquêté et a découvert que cet arrêt existait, il y a 40 ans, et avait été désactivé après un accident tragique impliquant un bus qui s'était renversé dans ce même virage. 4 personnes étaient mortes. Un homme, une femme avec une valise, un garçon et une 4e personne jamais identifiée. L'arrêt a été démoli, mais des témoins de la région affirment que, certaines nuits, l'arrêt réapparaît, comme s'il n'avait jamais été supprimé. Comme s'il attendait le bus qui n'est jamais arrivé. Récit 3. La gare abandonnée qui ne voulait pas rester déserte. Ce 3e cas est peut-être le plus troublant. Il est arrivé à un employé de l'ancienne compagnie ferroviaire d'État, appelé Ismaël. Son travail était simple. Effectuer des inspections mensuelles sur les lignes abandonnées, uniquement pour vérifier qu'il n'y avait pas de risque d'accident ou d'intrusion dans les zones boisées. L'une de ces gares se trouvait à 70 km du village le plus proche, au bout d'une ligne désaffectée depuis 30 ans. C'était une petite gare, avec un quai court, un ancien dépôt, une salle de billetterie et une horloge cassée dans le porche d'entrée. Ismaël s'y rendait toujours pendant la journée. Mais ce mois-là, en raison de retard, il a dû effectuer l'inspection en fin d'après-midi. Quand il est arrivé, le soleil était déjà bas.
Le vent semblait pousser la gare vers l'arrière, et quelque chose semblait différent. La première chose qu'il remarqua fut le bruit, un bruit rythmé, métallique, étouffé, qui rappelait le bruit d'un train approchant. Mais c'était impossible. La ligne était abandonnée, les rails étaient rouillés, rien ne pouvait arriver. Ismaël entra dans la salle des billets. La porte grinça, mais l'endroit était intact, comme si quelqu'un l'avait récemment nettoyé. Sur le comptoir, il y avait un bloc de fiches anciennes, mais la dernière page était récente, écrite à la main, à la hâte. Il commença à entendre des pas sur le quai, des pas fermes, lourds, traînants. En sortant, il vit une femme seule, assise sur un banc, vêtue d'une robe claire, les mains sur les genoux. Elle regardait fixement les rails. Ismaël lui demanda si elle était perdue. Elle répondit, sans tourner la tête, « Le train arrive ». Ismaël lui expliqua qu'il n'y avait pas de train ici, que la ligne était abandonnée, que personne ne passait par là depuis des décennies. Elle ne changea pas la position de ses mains. Elle ne cligna même pas des yeux. Elle ne respirait pas normalement. Elle se contenta de répéter « Le train arrive ». C'est alors qu'il entendit à nouveau le bruit métallique. Et cette fois, plus près, beaucoup plus près. Le sol trembla, l'air vibrait, les rails grinçaient. Ismaël recula, la panique lui montant à la gorge, et l'impossible se produisit. Les lumières de la gare s'allumèrent toutes en même temps. Des lumières qui n'auraient pas dû fonctionner, des lumières sans énergie, des lumières qui illuminèrent le quai comme s'il était minuit un jour très animé. La femme se leva lentement. Elle se tourna vers Ismaël et sourit, mais son sourire ne semblait pas humain. Il était trop large, trop tendu, trop forcé. Elle désigna les rails. Ismaël regarda et vit des lumières au loin, des lumières qui approchaient rapidement, en ligne droite, comme le phare d'une locomotive. Mais le bruit ne venait pas des rails. C'était comme du métal grattant du métal, sans roue. Quand il reporta son regard sur la femme, elle avait disparu. Les lumières se rapprochèrent trop. Ismaël courut désespérément vers la voiture. Il ne regarda pas en arrière. Quand il arriva à la route, les lumières de la gare s'éteignirent toutes en même temps. Quelques jours plus tard, il revint avec d'autres employés. La gare était plongée dans un silence absolu. Aucune lumière ne fonctionnait. Aucune trace de train sur les rails. Aucune trace. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Sur le banc où la femme était assise, il y avait un ticket avec l'inscription. Le train est arrivé. Et la date était celle du jour où Ismaël était là. Conclusion. L'isolement révèle ce que la ville cache. Ces trois récits ont quelque chose en commun. Ils se sont déroulés trop loin, trop éloignés, trop isolés. Des endroits où la logique semble perdre de sa force. Des endroits où la réalité semble devenir trop fine. Des endroits où quelque chose, quoi que ce soit, trouve des failles pour se montrer. Un abri qui change de place. Un arrêt de bus qui ressuscite les morts. Une gare qui allume des lumières sans électricité. Tous ces endroits ont leurs explications officielles. Pertes, accidents, abandon. Mais les témoins, les personnes qui ont vécu tout cela, racontent une autre version. Une version qui se termine toujours de la même manière. Dans la panique, dans la fuite, dans le silence. Si vous voulez plus de récits comme celui-ci, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Plus vous me soutenez, plus je peux vous raconter d'histoires réelles comme celle-ci. Et n'oubliez pas, ce qui se passe loin de tout ne reste jamais figé dans le passé. Parfois, ça trouve un moyen de revenir.